علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن العبيلي. Je vais vous raconter l'histoire d'un éminent homme de science, reconnu pour son vaste savoir, très respecté à son époque, mais qui n'a jamais publié de livre. C'est également l'exemple d'un grand professeur qui a été beaucoup moins célèbre que l'un de ses étudiants qui a eu la chance de le rencontrer. Son nom complet est Mohammed ibn Ibrahim al-Abili. Il est né en 1282 à Tlemcen, dans le Maghreb central. À cette époque, la ville était la capitale du royaume zayanide. C'était une cité prospère, grâce aux terres agricoles fertiles qu'elle contrôlait, et à sa position stratégique, comme relais maritime, grâce à son port Hunayn, et comme carrefour de routes commerciales terrestres très actives. Ces routes reliaient l'Andalus et le Maghreb extrême à l'Égypte, mais également la rive sud de la Méditerranée au Sahel africain. Cet axe saharien a été activé dès le 1er siècle de la présence musulmane au Maghreb. Il permettait, au pouvoir qui le contrôlait, de s'assurer pour un certain temps le monopole des richesses qui provenaient du sud, en particulier le cuivre et l'or. La ville de Tlemcen était également, tout au long du XIVe siècle et du XVe, le pôle scientifique le plus important du Maghreb central, grâce à ses établissements d'enseignement supérieur, qui accueillaient des étudiants venant de différentes régions pour se former dans différents domaines religieux, juridiques ou scientifiques. C'était là une politique prônée par les rois zayanides et qui s'était concrétisée par la construction et le financement de plusieurs collèges supérieurs portant le nom de madrasa. Ces établissements accueillaient des étudiants de toutes conditions sociales. Dans la ville, il y eut au moins 7 établissements de ce type. Le plus ancien a été construit au début du XIVe siècle par le roi Abu Hammou Ier. On y a enseigné les fondements du droit, la théologie spéculative et la logique. La madrasa a fonctionné durant tout le siècle et elle a été fréquentée par de nombreux étudiants, parmi lesquels le mathématicien Saïd al-Urbani. Une seconde madrasa a été fondée par Abu Tashfin, le successeur d'Abu Hammou Ier. Parmi les premiers professeurs de cet établissement, il y a eu Al-Mashaddali, le célèbre savant de Béjaïa, qui a enseigné la grammaire, le droit, la logique, la dialectique et la science des héritages. En 1363, le roi Abu Hammou II inaugure une troisième madrasa, Al-Yaqoubiyya, qui est restée en activité jusque vers le milieu du XVe siècle. Cet établissement accordait une place importante à l'enseignement des sciences rationnelles. Et il a conservé le double aspect religieux et profane de ses cours tout au long du siècle suivant. En plus de ces 3 madrasas, les historiens en signalent 4 autres, plus modestes, qui ont fonctionné à différentes époques. Tous ces établissements ont bénéficié d'un financement direct assuré par des bienfaiteurs royaux ou provenant des revenus du waqf, c'est-à-dire des biens de main morte. Un exemple de financement d'un établissement d'enseignement et de culte est conservé sur 2 plaques de marbre du musée de la ville de Tlemcen. On y évoque un waqf fixe et éternel, au profit des enseignants et des étudiants, et de 2 fonctionnaires du culte, un imam et un muezzin. Mais revenons à Al-Abili. Son nom renvoie à Avila, une ville d'Al-Andalus, proche de Madrid, d'où venait son père. Ce dernier était officier dans l'armée du roi, et son grand-père maternel était un grand juge. C'est lui qui l'aurait influencé dans le choix de ses études, puisque le jeune homme a refusé de suivre la carrière militaire de son père, et qui s'est orienté vers les mathématiques et la philosophie. À 17 ans, le jeune Al-Abili est témoin du long siège de sa ville par l'armée d'Abu Yaqub Yusuf, le 7e roi de la dynastie des Mérinides, qui avait succédé aux Almohades. Pendant le siège, le père d'Al-Abili, qui était affecté au port de Hunayn, est fait prisonnier.
Des informations parviennent à sa famille, laissant entendre que les détenus pouvaient être échangés contre un de leurs proches, plus jeune. Voulant rejoindre le lieu de détention de son père pour le remplacer, Al-Abili est arrêté à sa sortie de la ville et enrôlé dans l'armée mérinide. Mais une opportunité se présente à lui, celle du pèlerinage à la Mecque. Il demande l'autorisation de le faire et elle lui est accordée. Il se joint alors à un groupe de pèlerins dirigé par un prédicateur chiite originaire de Karbala en Irak. On raconte que sur le bateau qui l'a mené en Égypte, le jeune homme tombe malade. Pour soulager son mal, et en l'absence de médecin à bord, il ingurgite un breuvage à base de camphre qui aggrave son mal et provoque même des troubles psychiques persistants. À son arrivée au Caire, il n'est même pas capable de suivre les cours des grands professeurs de la ville. Après son pèlerinage, il s'installe à Karbala dans l'entourage du prédicateur. En 1306, ayant recouvré sa santé physique et retrouvé ses esprits, il reprend le chemin du retour et arrive à Tlemcen quelques semaines après l'assassinat du roi mérinide et la levée du siège de la ville. Commence alors pour lui une longue période d'études, de perfectionnement et d'enseignement. Mais sa notoriété scientifique est déjà faite à Tlemcen. Et en 1308, le roi de l'époque, Abu Hamou Moussa, le sollicite pour superviser la gestion des finances de l'État. Pour éviter cette charge administrative qui lui aurait pris tout son temps, il quitte discrètement la ville et s'installe à Ceuta, chez Ibn Khallouf, un professeur juif qu'il connaissait. Il en profite pour se perfectionner en astronomie auprès de ce spécialiste. À l'âge de 28 ans, il décide de s'installer à Marrakech pour suivre les enseignements d'Ibn al-Banna, le plus grand mathématicien du Maghreb à cette époque. Il restera dans cette ville jusqu'en 1321, année de la mort de son professeur. À partir de cette date, et pendant une quinzaine d'années, il vit dans la même région et il se consacre à l'enseignement. Sa notoriété grandit et son nom parvient aux oreilles du roi mérinide Aboul Hassan, qui l'invite en 1336 à Fès pour faire partie des savants de la cour. Mais comme l'exigeait l'étiquette royale, notre savant avait l'obligation d'accompagner le roi dans ses grands déplacements, en particulier pendant ses campagnes militaires. C'est ainsi qu'il se retrouve en 1347 à Tunis, après la victoire de l'armée mérinide sur celle du pouvoir hafside. Là, il fait la connaissance du chef d'une grande famille de la ville, qui n'est autre que le père de Abd al-Rahman ibn Khaldoun, et qui lui offre l'hospitalité. À cette époque, le futur grand historien maghrébin n'avait que 16 ans. Il a alors le grand privilège de devenir l'élève d'Al-Abili, qui lui donnera des cours de haut niveau portant sur les mathématiques, la logique, les fondements du droit, la philosophie et le kalam, c'est-à-dire la théologie spéculative. Mais en 1348, une terrible épidémie de peste, la fameuse peste noire, s'abat sur la ville et fait des ravages parmi la population. Les parents d'Ibn Khaldoun en meurent. Le jeune homme s'en sort indemne, ainsi que son professeur. Ce dernier quitte Tunis en 1353 pour rejoindre la cour d'Abou Inan, le nouveau roi mérinide. Et il y restera jusqu'à sa mort en 1356. Au cours de sa formation, et grâce à l'enseignement de professeurs de haut niveau, Al-Abili avait acquis un savoir encyclopédique qui s'est efforcé de transmettre à ses étudiants. Mais ce sont les sciences rationnelles qui avaient sa préférence. Quant à sa pédagogie dans la diffusion du savoir, elle était très originale pour son époque. En effet, il considérait que pour acquérir des connaissances scientifiques, les livres ne suffisaient pas, et qu'il fallait suivre les cours des professeurs et comparer, avec esprit critique, le contenu de leurs enseignements. Il considérait aussi que les livres abrégés, qui étaient à la mode à son époque, étaient dangereux, parce que leur contenu était trop pauvre et ne permettait pas d'encourager le questionnement, la réflexion et l'investigation. Bref, des idées modernes. Une autre critique était dirigée contre le concept de madrasa tel qu'il fonctionnait au Maghreb. Voici d'ailleurs, pour conclure, ce qu'il disait sur ces questions.
je cite, « La prolifération des publications a dénaturé la science. Et la construction des madrasas l'a fait disparaître, car les étudiants sont attirés vers ce qui est pourvu de pensions. On accepte ainsi, dans les madrasas, ceux que désignent les gens du pouvoir pour l'enseignement, ou bien ceux qui acceptent d'entrer à leur service. » كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.